Ce théorème de Shannon a des conséquences, en particulier sur les signaux audibles. Un signal audible a une fréquence maximale de 20 kHz. Eh bien, il faudra donc l'échantillonner à 2 fois 20 kHz, donc à 40 kHz. En qualité CD, on échantillonne à 44,1 kHz pour des contraintes technologiques que je vous explique un peu après. Ce qu'il faut comprendre maintenant, c'est ce qui se passe en cas du non-respect du théorème de Shannon. Alors, le non-respect du théorème de Shannon, c'est donc lorsque j'ai un signal de fréquence f qui est supérieur à la moitié de la fréquence d'échantillonnage. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a vu au début de la vidéo que ce signal de fréquence f donne lieu au niveau spectral à deux fréquences de part et d'autre de la fréquence d'échantillonnage, à FE moins F et à FE plus F. Et précisément, je me suis placé dans le cas du non-respect du théorème de Shannon, c'est-à-dire lorsque FE est plus petite que 2F, et bien lorsque FE est plus petite que 2F, FE moins F se retrouve inférieur à F. Alors, quelles conséquences ça a? Eh bien, cette fréquence f va être perçue à une fréquence inférieure et donc à la fréquence f-f. On peut voir ça sur un oscilloscope en particulier. Donc j'ai ici un signal. Donc à l'oscilloscope, on a ici un signal de fréquence 24,9 kHz qui est représenté à l'oscilloscope et donc je vais afficher de plus en plus de périodes à l'écran. Alors évidemment, si j'en affiche de plus en plus, elles sont de plus en plus serrées. J'insiste sur le fait que je comprime de plus en plus le signal, c'est-à-dire que j'affiche de plus en plus de périodes et d'un seul coup, vous voyez, alors que j'ai toujours tourné dans le même sens, mon signal est apparemment réapparu. Et en fait, il est réapparu à quelle fréquence? Eh bien, on peut le mesurer, je ne vais pas faire la mesure ici, il est apparu à une fréquence de 100 Hz. Il est apparu à une fréquence de 100 Hz. Pourquoi? Parce que ces 24,9 échantillonnés, bien, à quelle fréquence d'échantillonnage? On la lit ici. Vous avez une fréquence d'échantillonnage dans le menu acquisition de 25, alors c'est 25 kHz, c'est noté KSA, KSA comme kilosample par seconde. Ces 24,9 échantillonnés à 25 kHz se retrouvent à 100 Hz. On peut d'ailleurs le retrouver au niveau mathématique. C'est-à-dire que lorsque je fais le spectre de ce signal qui apparaît à une fréquence de 100 Hz, j'ai ici une harmonique qui se retrouve à 100 Hz puisque j'ai 125 Hz par carreau et voilà, ça correspond, je pourrais le vérifier avec les curseurs, mais ce n'est pas l'objet ici d'exposer. Donc on en a vu une première conséquence à l'oscilloscope. Le signal de fréquence 24,9 kHz apparaît alors qu'il est échantillonné à 25 kHz, à une fréquence nettement plus faible de 100 Hz. On a tous vu ça à la télé lorsque le mouvement des voitures est échantillonné par une vidéo. C'est-à-dire que j'ai une pulsation qui est due à la vitesse de rotation des roues. Et cette pulsation est échantillonnée à 24 images par seconde, qui est la norme pour les vidéos. Et on voit même, parfois, tourner les roues en sens inverse parce que la fréquence de rotation de la roue apparaît à une fréquence négative et donc on a l'impression que les roues tournent en sens inverse. Dernière application pour les fichiers audio et donc je vous montre ici qu'il faut prévoir un filtre. Donc on estime que pour bien transmettre la parole, il faut transmettre la bande de fréquence 0,3,5 kHz. Pour bien transmettre cette parole, donc, il faudrait l'échantillonner à une fréquence supérieure à 2F max, c'est-à-dire à 7 kHz. Et il est impératif de filtrer toutes les fréquences qui sont supérieures à FE sur 2, c'est-à-dire toutes les fréquences au-delà de 3,5 kHz. Sinon, que se passe-t-il? Eh bien, le phénomène de translation de fréquence que je vous ai expliqué ici va être très gênant. Si je prends l'exemple d'une fréquence aiguë, 6,9 kHz, qui ne serait pas filtrée avant numérisation, eh bien, elle va apparaître, si elle est échantillonnée à 7 kHz, à 7 moins 7,9, c'est-à-dire 0,1 kHz, donc 100 Hz, c'est-à-dire qu'une fréquence qui est au départ aiguë va apparaître comme un bruit très grave
lors de l'enregistrement. Donc ce filtre, typiquement, on va le représenter ici. Je veux numériser un signal qui est constitué essentiellement de paroles jusqu'à 3,5 kHz. Je veux l'échantillonner à 7 kHz et donc je dois supprimer toutes les fréquences pour ne pas qu'elles apparaissent à des fréquences plus basses supérieures à 3,5 kHz. Alors il me faudrait un filtre passe-bas parfait. Pour être sûr de couper dès que je dépasse le 3,5 kHz. Technologiquement, c'est un petit peu difficile de réaliser un filtre parfait, brutal, qui coupe dès le 3,5 kHz. Donc en pratique, on n'échantillonnera pas à 7 kHz. On choisira par exemple d'échantillonner à 8 kHz. On placera toujours la fréquence de coupure de notre filtre à 3,5. Comme notre filtre ne coupe pas parfaitement, il va laisser passer un petit peu les fréquences supérieures, mais au moins, on sera sûr qu'il coupera au-delà de 4 kHz, qui est FE sur 2. C'est la raison pour laquelle, ici, en qualité CD, on ne choisit pas une fréquence d'échantillonnage de 40 kHz, mais de 44,1 kHz, parce que les filtres passe-bas qu'on utilise ne sont jamais parfaits. Alors cet effet porte plusieurs noms. Alors déjà, le premier nom, c'est le repliement de spectre. C'est comme ça qu'il est intitulé dans le cadre du programme. Alors, donc on a vu ici qu'une fréquence qui est supérieure à FE sur 2 apparaît à une fréquence plus basse. Donc l'effet de repliement porte très bien son nom, parce que si je représente le spectre de S de t, et que je considère les fréquences qui dépassent FE sur 2, eh bien, d'après l'analyse que j'ai faite tout à l'heure, les fréquences qui dépassent vont apparaître à une fréquence inférieure et à la fréquence FE-F. Cette opération de transformer F en FE-F, en fait, équivaut à un repliement par rapport à la fréquence FE sur 2. Alors, évidemment, on n'est pas obligé de se limiter à un seul repliement. Si, quand je replie, je vais dans les fréquences négatives, on pourra avoir un second repliement, c'est-à-dire que, vous voyez, après, cette fois-ci, ma fréquence d'échantillonnage, la moitié de la fréquence d'échantillonnage serait ici. Le repliement de ces fréquences, voilà, occasionne l'apparition de fréquences négatives, et comme on va dire qu'on perçoit des fréquences positives, j'ai un nouveau repliement pour les fréquences qui sont cette fois-ci. Les premières fréquences entre FE sur 2 et FE sont repliées une fois. Les fréquences au-delà de FE sont repliées une seconde fois, et ainsi de suite. Autre nom de ce phénomène, en français le moiré, et en anglais l'Ullizing. Et c'est un phénomène qu'on voit particulièrement en photo, lorsqu'on photographie un motif, des briques, ou le tissage d'un tissu, qui sera échantillonné par deux choses, par les pixels du capteur CCD ou par les pixels de l'écran LCD. À la restitution de l'image, on verra apparaître des fréquences qui n'existent pas dans l'image initiale, ce que vous pouvez voir sur cette image. Je pourrais dire, le théorème de Shannon, c'est compliqué. Mais non! Tu peux faire le guignol. On l'a tous vu. Le théorème de Shannon, vous l'avez tous vu en regardant Starsky Hutch à la télé. Au bout d'un moment, les roues tournent en sens inverse. C'est-à-dire que la fréquence de rotation apparaît à une autre fréquence. C'est pas mal ça?